sur la biologie. Alors au départ, on avait fait quelque chose autour de l'évolution du secteur de la biologie, avec la financiarisation, etc. Et puis le Covid nous a rattrapés. Qu'est-ce qui se passe? Oui, moi j'ai un peu bizarre aussi. Ce sont des enfants. Les enfants, ça doit être les miens, je pense. Bon, c'est bon. Ils sont en train de s'entretuer, quoi. Alors, je ne sais pas si le sujet traité va donner lieu à échange, mais je vous propose, s'il y a intervention unique, de couper chacun au micro, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. En tout cas, pendant un temps, et puis au moment des questions-réponses, qu'on puisse remettre nos micros. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont d'accord, ils coupent déjà leur micro, sauf ceux qui vont parler, bien sûr, comme M. Jouve, etc. Juste un début d'entretien. On peut le faire en deux temps, si vous voulez. D'abord, vous avez été les laboratoires, vous avez été sur le feu de l'actualité autour des thèmes que vous avez déjà abordés, qui étaient ces fameux tests. Et si vous pouvez nous mettre un peu à niveau sur cette question des tests, vous avez commencé en disant, voilà, qu'est-ce qui s'est réellement passé sur les tests, le test de dépistage du Covid-19, et puis maintenant on entend les questions autour de la sérologie, pour ceux qui devraient normalement avoir été soit atteints et guéris. Qu'en est-il réellement et pourquoi c'est si long, pourquoi c'est si compliqué et pourquoi n'arrivons-nous pas à tester davantage de monde alors que vous nous avez dit vous-même que vous aviez du temps, des machines, enfin, et du personnel à faire travailler. Donc ça, c'est un sujet quand même sur l'actualité qui est quand même une vraie question avec beaucoup d'interrogations, je pense, de nos concitoyens. Et moi-même, qui suis un professionnel de santé, j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qui se passe actuellement sur ces fameux tests où je me dis, alors, est-ce qu'ils sont fiables, pas fiables, pourquoi ça ne marche pas? Et peut-être que ça fera le lien avec notre deuxième chapitre sur est-ce que la mondialisation, qui a touché aussi votre secteur, a eu des conséquences qui justement amènent ces situations avec le développement des tests. Si un seul fabricant, comme pour les masques, de réactifs se trouve dans un pays où il doit consacrer toute son énergie à son propre pays, est-ce qu'il est capable encore de mettre à disposition des autres pays les mêmes réactifs ou les mêmes machines pour pouvoir tester? On fait une boucle là-dessus, si vous voulez bien. Donc, on est très heureux que vous ayez accepté de participer à ça pour vous exprimer sur la biologie. Et je coupe le micro. Voilà, je remets le mien. Donc, il faut savoir que la technique PCR, c'est une technique qui a une vingtaine d'années et qui est développée dans les laboratoires pour peu de pathologies, essentiellement des pathologies infectieuses, mais qui n'est pas extrêmement développée. Alors, ceux qui connaissent, qui sont un peu du métier, on peut diagnostiquer des infections en cherchant la bactérie ou le virus ou en cherchant ses anticorps. Pour tout ce qui était chercher la bactérie, le virus ou l'agent pathogène, on utilisait ce qu'on appelle des techniques conventionnelles de mise en culture et d'identification. Et les techniques PCR se sont vraiment développées dans les laboratoires comme les nôtres depuis 3-4 ans, avec des plateformes de gros débit, mais qui étaient peu présentes en France, parce qu'en France, on avait une approche par la sécurité sociale qui était une approche, je dirais, très conventionnelle. Les laboratoires n'étaient pas très gros et il a fallu monter des gros plateaux techniques pour pouvoir accéder à ces techniques. Donc, au début de la crise, il y avait peu de plateformes PCR capables de le faire. Nous, on en avait une qu'on avait depuis pas très très longtemps. Voilà, il y avait peu de plateformes. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y avait pas de réactifs quand a démarré la crise. Le génome a été séquencé au mois de janvier. Les réactifs qui détectent en fait un morceau de l'ARN qu'on amplifie sont apparus sur le marché de manière assez artisanale fin janvier, et puis de manière un peu plus importante au cours du mois de février. Et nous, on a démarré la technique assez rapidement, je dirais fin février, avec des disponibilités en réactifs
au début suffisante et petit à petit insuffisante par rapport à la demande, insuffisante parce que tous les pays, d'abord il y avait peu de fabricants, hein, et tous les pays en ont demandé, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne en ont demandé tous au même moment, les États-Unis, etc., avec des capacités de fabrication très faibles, puisque c'est beaucoup les Chinois, mais les grands fournisseurs de laboratoires, type Roche, type Abbott, type Siemens, étaient peu présents parce qu'ils sont des process plus lents et que personne n'avait imaginé que l'émergence du coronavirus. Voilà. Donc, il y a vraiment une grosse tension sur les réactifs. Alors, ça bouclera avec d'autres choses. Nous, on est dans un groupe, on a rejoint un groupe, et Diomédia va nous rejoindre, qui est un groupe national. On a rejoint l'année passée. Et on a eu l'avantage, ce groupe il pèse à peu près 20% de la biologie en France, et il est dirigé par un confrère que moi j'ai connu il y a 20 ans, qui est venu sur Lyon il y a 20 ans, et qui a fait une opération et qui est reparti, et qui est quand même un vrai entrepreneur, et qui a pris la décision, il y a, je dirais, fin février, d'aller faire l'acquisition de matériel en Chine, donc, et d'investir énormément d'argent pour ça. C'est-à-dire qu'il a, et là on ne discute pas les prix parce qu'il y avait une bagarre monstrueuse, donc il a acheté 20 grosses plateformes, la seule grosse plateforme, il en a acheté 18 pour être précis, et l'État français en a acheté 20 et il y en a une par exemple à l'hôpital de la Croix-Rousse qui a été installée. Voilà. Donc c'est un deuxième fournisseur où le groupe Biogroupe donc en a pris à peu près la moitié et l'État français en a pris l'autre moitié. Donc on va avoir du réactif parce qu'on a acheté 1 an de réactif et on a payé 1 an de réactif pour obtenir le show. Et il a même affrété un avion pour aller chercher tout. Donc c'est quand même un truc très très compliqué qu'on n'a jamais connu dans la biologie. On ne fonctionne pas du tout comme ça. On est en fonctionnement un peu de guerre, de crise, et c'est très anachronique comme fonctionnement. C'est pour ça que l'État français a eu une stratégie, je dirais, évolutive de test, parce qu'il sait très bien qu'il n'avait pas la capacité à tester et dans des conditions suffisantes en termes de quantité. Donc, il a dit qu'il séquestrait, etc., toutes les commandes, tous les stocks qu'il y avait, mais il n'y avait pas des stocks énormes. Donc là, c'est monté en charge. C'est pour ça que la date du confinement a été choisie, parce qu'on a un call avec l'équipe de l'Élysée tous les soirs à 18h. Enfin, Stéphane Emmer, 5 groupes français importants ont un call tous les soirs à 18h avec l'équipe de l'Élysée pour savoir quelles sont nos capacités, comment on s'approvisionne. Et c'est pour ça qu'ils ont pu annoncer hier qu'on pourrait faire autour du 11 mai 500 000 tests par semaine dans une stratégie donc, qui est la stratégie du déconfinement, qui va être une stratégie de dépistage par la technique PCR de tout foyer pour éteindre dans l'œuf tout redémarrage. En gros, on va aller à l'hôtel, on va mettre les gens à l'hôtel, tester tout l'entourage, etc. Mais on ne pouvait le faire que quand on était assuré d'avoir une capacité suffisante de diagnostic. Ça, c'est pour la PCR. Alors, parallèlement, la sérologie s'est mise en place. La sérologie, c'est beaucoup plus conventionnel, mais les réactifs n'existaient pas non plus, mais c'est des techniques beaucoup plus conventionnelles, beaucoup plus automatisables. Et elle a donné des espoirs, fut un temps, parce qu'on a imaginé, à propos de l'infection à coronavirus, qu'il y avait beaucoup de cas asymptomatiques et que potentiellement, il pouvait se dégager une immunité de groupe, c'est-à-dire avoir au moins 60% de la population qui ait rencontré de manière asymptomatique le virus et qui ait développé des défenses naturelles. Et quand on a atteint à peu près 60% de gens qui ont des anticorps, on peut dire que le virus ne progresse pas puisqu'il a peu de chances de rencontrer un patient
il a moins de chances de rencontrer un patient qui n'ait pas déjà été infecté. Donc, il y a eu un espoir, et puis un espoir que ça allait être utile, et puis on se rend compte que ça va être moins utile. Alors, c'est utile dans des cas particuliers, c'est utile pour des entreprises, hein, voilà, pour des entreprises qui veulent savoir, qui veulent donner, enfin, qui veulent tester leur personnel, parce que c'est utile pour lever l'anxiété des gens, mais d'un point de vue stratégie sanitaire, ça a moins d'intérêt. C'est utile pour des cas particuliers, pour des entreprises qui veulent savoir un petit peu leurs salariés, combien sont protégés, etc. Voilà. En fait, juste pour compléter ce que dit Hervé, c'est une présentation très claire sur la PCR, et compléter la sérologie. Sérologie, c'est en fait, pour les non-initiés, on recherche les anticorps que la personne a développé parce qu'elle a rencontré le virus, elle était en contact. Donc ces anticorps, il y a souvent ce qu'on parle IgM qui apparaissent au bout de 7 jours, hein, ça c'est la théorie, hein. Et les IgG à partir de 14 jours, mais on décrit dans des formes asymptomatiques où ça peut apparaître dans les 30 jours. Donc ça, c'est des techniques, des sérologiques qui sont coutumes, hein. Les sérologies, c'est les recherches de HIV, hépatite C, etc. Donc là, on est habitué. Et effectivement, comme le disait Hervé, au début, on avait mis beaucoup d'espoir là-dessus. Et nous, on commençait à s'équiper d'ailleurs en solutions pour avoir des grosses cadences de sérologie. Et en fait, il y a eu un peu un rétropédalage du gouvernement, parce que quand on a eu les premiers tests, et on reviendra sur les différents tests que dans la presse, il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis. Et du coup, on a fait les premiers tests et on s'est aperçu que, au lieu d'avoir plus 30-40%, on était plutôt à 5%. Voilà. De personnes qui avaient 5-10%. Hein, ça dépend en fait, si vous le faites dans une EHPAD, bon, ça va être un peu plus important, mais la population en tout venant, on est sur ce qu'on appelle des séroconversions qui sont très faibles. Donc du coup, le 60% qu'Hervé Jouve annonçait, pour effectivement avoir un déconfinement qui se passe dans de bonnes conditions, ouais. on est très très loin. Donc c'est pour ça que nous, on a bien fait attention quand le président Macron a intervenu. Il a dit, on ne va pas tester tout le monde. Il faudra attendre le vaccin. Donc c'est pour ça, maintenant, la vraie solution en déconfinement, c'est dès qu'il y aura des symptômes, l'idée, je pense qu'on va être sollicité. C'est pour ça qu'il faut un référencement de nos capacités, de façon à pouvoir tester très très vite toute personne qui a des symptômes, hein, la fièvre, la toux, etc. Ou même maintenant, on parle aussi en préopératoire, parce qu'il y a eu des cas qui ont été décrits où ça ne s'est pas bien passé. Et donc, du coup, ils vont nous solliciter pour faire ces prélèvements et les rendre très très vite. Et même, je pense, les aéroports, hein, quand il y aura des personnes, des voyageurs qui auront de la fièvre, il faudra les tester. Et donc, ça, c'est pour la PCR. Et après, pour la sérologie, effectivement, c'est surtout les gens, ils veulent être rassurés, les soignants qui ont été en contact avec les symptômes. Mais finalement, ça n'a aucun intérêt dans le diagnostic précoce, hein, parce que ça, comment dire, souvent on peut avoir les anticorps ne sont pas apparus encore. Et après, si on les fait, alors nous, ce qu'on recommande maintenant, c'est plutôt de les faire 15 jours à 3 semaines après les symptômes, pour les personnes qui ont eu les symptômes. Et effectivement, pour les soignants, ça va les rassurer. Pour les autres, effectivement, ils pourront ils pourront aller voir souvent. C'est la question qui revient le plus souvent. Je dois aller voir mes grands-parents, etc., ou mon père qui est malade. Si je l'ai eu, comme ça, je serais plus rassuré. Mais néanmoins, sur la sérologie, alors je vais juste revenir sur les tests qui étaient rapides et nos tests à disposition. En fait, il y a plusieurs tests. Nous, les sérologies, ce qu'on appelle les sérologies ELISA, c'est ce qu'on fait actuellement pour les HIV et hépatite C, ce que je disais tout à l'heure. Mais actuellement, ce qui existe, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle les tests, les TUS, ça s'appelle, c'est tests unitaires spécialisés. Et c'est ce qui fait en laboratoire. Alors, c'est des réactifs qualitatifs, hein, ça met plus ou moins. Et après, à distinguer des autotests. Les autotests, ça, c'est des tests qui sont faits sur une goutte de sang. Alors, c'est de la même famille, mais c'est quand même différent. La goutte de sang, déjà, on travaille sur du sang et pas sur des sérums comme nous. Donc, le sang, il y a un effet de dilution. Et il y a eu ce qu'on appelle ces autotests sauvages. C'est-à-dire que certains n'avaient plus d'activité de commerce et se sont mis à acheter des conteneurs d'autotests qui venaient de Chine.
C'est pour ça que dans la presse, il y a eu des alertes, des points de vigilance, notamment aux cliniques, aux EHPAD, aux médecins, de dire attention à ces tests, autotests sauvages, parce qu'ils n'ont pas été testés. Ce n'est pas parce qu'ils ont le marquage CE qui sont forcément été évalués. Hein, et donc, du coup, il y a eu une grosse campagne de presse et des points de vigilance par rapport à ça. Donc, nous, les tests qu'on utilise en laboratoire, donc c'est des tests unitaires spécifiques et qui ont été Après, nous, c'est des tests qu'on avait pris via l'intermédiaire du groupe qu'on va rejoindre, là, et dont Lilian fait déjà partie, qui avait été validé par le CHU de Strasbourg. Donc voilà, dès qu'on fait quand même le laboratoire, on a un minimum de responsabilité et d'expertise dans ce domaine pour utiliser de bons tests en attendant les tests qui vont être adaptés sur nos machines et qui devraient arriver là, cette fois-ci, vers le début mai. Voilà. Est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Parce que on a peut-être un jargon qui est professionnel. Donc, voilà. C'était à peu près clair. Donc, la sérologie, ce que Marc vient de parler, et la PCR. La sérologie, elle serait peut-être utile quand le vaccin sortira, pour voir s'il marche. Voilà. Et là, vraiment, comment dire, pour les déconfinements, c'est la PCR. Le prélèvement nasopharyngé. En fait, et vous restez chez vous en attendant d'avoir le résultat. Et si c'est positif, en gros, il faudra tracer toutes les personnes avec qui vous avez été en contact. C'est ça, la grande idée, elle est là. Hein. Et c'est pour ça qu'ils vont nous mettre, pour l'instant, ils nous référencent et après, ils vont nous mettre la pression pour rendre le résultat le plus vite possible, parce que de façon qu'on puisse retracer très, très vite le parcours de la personne qui aura été détectée positive. Ça, vous confirmez bien qu'en fait, dans le cadre d'une stratégie de déconfinement, ce qui serait intéressant, c'est avant tout la PCR sur la sérologie, parce que l'idéal, ça serait bien entendu que tout le monde puisse passer par les deux, au moins on est sûr de rien rater, quoi. Oui, alors, la PCR a quand même une sensibilité extraordinaire. Hein. On ne rate pas le virus quand il y est. Par contre, au niveau du nasopharynx, il n'y est pas toujours. Il y a des fois des temps assez courts. C'est pour ça que ça ne sert à rien de dépister les gens à l'aveugle, parce que dans une phase de contagion, il y a à peu près 3, 4 jours, 5 jours de présence du virus. Ça peut être un peu plus long, c'est pour les infections fortes, mais en moyenne, on est en gros à 5 jours de présence du virus. Donc, si je suis juste avant, rien ne permet de dire que je viens de rencontrer quelqu'un, je vais avoir le virus. Il faut attendre, voilà, il faut être dans les 4-5 premiers jours des signes cliniques pour avoir du virus. Oui, c'est ça, oui. Hors incubation, c'est à partir des signes cliniques. 4 à 5 jours des signes cliniques. En fait, il y avait un petit abus de langage au début en disant oui, votre test, il marche qu'à 70%. En fait, c'est pas… C'est la présence du virus. C'est la présence des virus. Après, effectivement, souvent, il y avait des cas qui avaient été décrits. Il avait été la patiente prélevée 2 fois aux urgences, 2 fois nasopharynx négative, et dans le LBA, dans le liquide broncho-alvéolaire effectué en réanimation. Et là, on a trouvé le virus. Positif. Ouais, je veux dire, la même technique. Mais c'est la même technique. C'est pas la technique qui est pas bonne, c'est que le virus, il n'est pas présent. Voilà, il y avait juste cette confusion au niveau de la population. Voilà. Sur cette première partie, est-ce que vous avez des questions? Vous signalez en remettant votre micro en marche et vous posez vos questions, si vous voulez en poser. Oui, vas-y, Eric. Alors, la question, c'est en fait, nous, on a des professionnels de santé, notamment ceux qui sont intervenus en garde, sont tous un peu plus ou moins inquiets, enfin, bien que normalement, ils étaient légitimement tous bien protégés, mais ils seront assez partis de se faire dépister massivement. Du reste, moi, j'avais commandé il y a 1 mois et demi des TROD, hein, donc pour les praticiens de garde, évidemment, uniquement, hein, certainement pas pour les clients, on n'aurait pas fait cette erreur, mais qui ont été copieusement utilisés. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux soignants vis-à-vis des laboratoires, des labs? On peut leur dire qu'ils courent chez leur laboratoire. Ils peuvent, mais s'ils sont contaminés à la même fréquence que la population normale, on va avoir 95% de gens séronégatifs.
sur les dentistes, ils ont été quand même, je trouve, Oui. une population qui a été très. Moi, j'ai pas mal d'amis dentistes qui ont eu des signes et c'est une professionnels qui ont été quand même très exposés et on peut le comprendre avec les Voilà. turbines. Donc, effectivement, on pourrait vraiment les conseiller de se faire tester. Oui. Parce que j'ai pas mal d'amis qu'on a testé et qui sont positifs, hein, effectivement. Parce que c'est anesthésiste et dentiste, moi qui ai fait un environnement quand même bon, beaucoup avec des amis médecins, etc. C'est anesthésiste, on peut comprendre, qui travaille beaucoup avec l'intubation, etc. Et dentiste, on peut comprendre avec les aérosols des fraises, turbines, avec oui. des turbines. Et donc, on peut que les conseiller, effectivement, avant de reprendre une activité, de se rassurer. Et là, c'est un intérêt de faire une sérologie, quoi. D'autres questions? Pas sur ce sujet? Alors, vous avez évoqué, si moi j'en ai une peut-être. Je peux rajouter un tout petit quelque chose. En principe, quand la sérologie est positive, la personne n'est plus contaminante. Oui. Mais Elle est-ce qu'elle ne pas contaminer quelqu'un. Elle est immunisée, mais elle n'excrète plus du virus, en gros. D'accord. Voilà. Pascal, tu as allumé ton micro, tu ne veux pas prendre la parole? Elle n'excrète plus par le nez et la bouche. Oui. Après, à partir du moment où, pour compléter ce que dit Hervé, à partir du moment où on est à 7 jours après les symptômes, et effectivement, maintenant, on a fait la sérologie quand même à distance des symptômes. Effectivement, quand on allie les deux, on est sûr de ne plus excréter de virus. Ou même le virus est en quantité tellement faible qu'il n'est pas contaminant. C'est ce qu'écrivait Bruno Lina très récemment. Donc, 7 jours après les symptômes, avec une sérologie positive, on n'est plus contaminant. Voilà. Et je parlais des selles. Oui. Dans les selles, oui. Dans les selles, il y en a, mais c'est plus difficile de se contaminer avec des selles quand même. Pascal, j'avais une question, oui, par rapport au kit de dépistage rapide. Il y a plusieurs sociétés, notamment françaises, qui sont en train de travailler là-dessus. Je voulais savoir quel regard vous portiez là-dessus et en fait, quel était le process exactement pour qu'on puisse avoir à grande échelle ces tests de dépistage rapide. Alors, il y a beaucoup d'importations de gens qui font de l'import-export, qui se sont lancés dans ce business. Le marquage CE n'est quasi pas une garantie parce que le marquage CE ne teste pas le produit, il s'assure simplement de la conformité de l'emballage, de la conformité de la notice technique, voilà. Et les tests, ils sont de qualité très variable et ils vont être évalués, ils sont en cours d'évaluation par le Centre national de référence, hein, notamment Lyon, puisque je ne sais pas si vous entendez Bruno Lina, qu'on entend parler à la télé, qui fait partie du groupe d'experts qu'a nommé le gouvernement, le premier groupe, et c'est le responsable du laboratoire de virologie du CHU de Lyon. Donc, ils sont en cours d'évaluation, l'évaluation va sortir. Voilà. Ils sont globalement assez bons. Ils sont assez bons quand ils sont utilisés dans des laboratoires, parce que les mêmes peuvent être sur le marché sur Internet. Pourquoi ils sont assez bons quand ils sont utilisés dans les laboratoires? Parce que premièrement, on a des normes de stockage, de respect de la chaîne du froid, de contrôle de tous les frigos. On est accrédité, donc on a une maîtrise des conditions environnementales qui n'existe pas si c'est un importateur qui peut les garder en plein soleil dans un conteneur pendant 8 jours, etc. Et puis, on les contrôle positivement tous les jours. Hein. Chaque fois qu'on lance une série, on fait un test avec des contrôles positifs. Et puis, on engage notre responsabilité. Hein. Et puis, on les fait sur du sérum par rapport à les faire sur du sang total, ce qu'a dit Marc. Et les anticorps, ils sont dans le sérum, ils ne sont pas dans les globules rouges. Donc, déjà, on est 2 fois plus sensible parce qu'on teste directement le liquide qui contient les anticorps. Parce que quand on détecte du sang total, quand on utilise du sang total, il n'y a que la moitié de la quantité qui est testée qui contient les anticorps. Outre que les globules interfèrent pas mal.
Et puis il y a aussi la lecture qui n'est pas simple. On sait déjà qu'un test de grossesse, c'est pas toujours simple à interpréter. Donc là, c'est un peu plus difficile encore. Donc voilà. Mais c'est potentiellement le même produit, sauf que nous, c'est toujours un produit qui est validé par le CNR. Je parlais plutôt des questions liées à la fabrication en France. En fait, il y a des sociétés qui commencent de travailler justement sur ces kits de dépistage rapide. Et le processus, il faut combien de temps à peu près pour avoir la validation et l'autorisation de mise sur le marché? Il y a une boîte de Bretagne, la NG Biotest. Bretagne. Je ne sais pas si c'est d'eux que vous parlez. Eux qui fabriquent. Alors, quand on dit qu'on fabrique, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent. Je ne sais pas s'ils assemblent uniquement la partie plastique, le packaging, si vous voulez, ou si vraiment c'est eux qui ont choisi la cible, etc., qui permettent de détecter les anticorps, parce que c'est très technique en fait. Une sérologie, c'est qu'on dépose une partie du virus, ce qu'on appelle la protéine du virus qui déclenche les anticorps dans l'organisme humain. On la dépose sur un support, on vient mettre le sang, et puis on va mettre le sang et les anticorps viennent s'accrocher, et puis derrière, il y a un révélateur qui permet de tracer cette accroche. Voilà. Et le choix de la protéine, c'est tout un travail scientifique, parce qu'il faut que ça soit celle qui est reconnue par les anticorps neutralisants du patient, pour que la réponse soit bien proportionnelle, en gros, à l'immunité du patient. Donc, il y a tout un travail et quand c'est un test comme ça acheté, on ne sait pas ce qu'ils ont mis comme protéine, on ne sait pas ce qu'ils ont fait en fait dans la sauce. Et puis là, la place de la sérologie, elle est pour l'instant ambiguë parce que le vrai diagnostic, comme on l'a dit, c'est la PCR qui va dire plus oui, vous l'avez, etc. Là, c'est pour dire oui, vous avez été en contact. On n'est pas en train de poser un diagnostic. On est en train de dire oui, vous avez été en contact et ça avait un rôle rétrospectivement. Donc, ça avait un rôle épidémiologique. Mais là, après, effectivement, il y a eu ce que j'appelais un peu tous ces trodes sauvages. Ça a eu un intérêt s'il y avait vraiment, c'est aperçu qu'il y avait 50% de la population qui avait été en contact, etc. Et que là, avec de sortir que du résultat négatif, au bout d'un moment, ça va être chronophage pour rien, quoi. Et là, le problème. Et en plus, sur de dire c'est négatif, mais on ne sait pas si c'est parce que le kit il a été comme vous avez, mal conservé, est-ce qu'il n'est pas bon, etc. Donc, est-ce qu'il est fait trop tôt? Donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, pour l'instant, la place de la sérologie est pas encore très, très claire, quoi. Donc, la position du gouvernement, et on a écouté hier soir Édouard Philippe, pour vous, c'est la bonne? Oui, je trouve que c'est la bonne. Alors, il y a une explication, et en termes de santé publique, on ne dit pas toujours tout, parce que ça peut être très anxiogène pour la population. Donc, il y a des demi-vérités qui ont été annoncées au cours du temps, pas simplement parce que la vérité était difficile à admettre, comme l'histoire des masques, comme l'histoire des tests. L'histoire des masques, l'histoire des tests, eh bien, on a adapté avec ce qu'on avait, on a adapté la meilleure stratégie qu'on pouvait faire. On n'avait pas assez de masques, et voilà, on a dit que ça servait à rien pour les patients, pour les personnes qui circulent dans la rue, parce qu'il fallait les garder pour les soignants. On a fait le confinement parce qu'on n'avait pas beaucoup de tests. Des pays qui avaient énormément de tests, comme la Corée, qui avaient une discipline, ils ont pas fait cette stratégie. Ils ont fait une stratégie comme la stratégie qu'on va mettre en place maintenant qu'on a plus de tests. Et souvent, je devance une question. Souvent, ils disaient comment l'Allemagne elle a fait, etc. L'Allemagne, ils sont plus forts, etc. L'Allemagne, effectivement, elle a gardé un tissu industriel plus important. Et effectivement, il y avait encore des sociétés qui faisaient ces réactifs de biologie moléculaire, de PCR sur place. Et le gouvernement, c'est lui. Le gouvernement, en fait, ils ont dit, nous, on prend les 500 000 tests tout de suite et on préempte. C'est ça qu'ils ont fait, le gouvernement. C'est pour ça que non seulement ils avaient encore le tissu industriel, et en plus le gouvernement était réactif. Et donc, du coup, ils ont pu faire cette stratégie de dépistage massif, contrairement à la France. Le fait de passer peut-être plusieurs personnes sur un seul test, c'était peut-être aussi
par des cohortes de 10. C'était peut-être une... Ils ont fait cette technique? Je n'ai pas entendu parler. La technique, ce qu'on Oui. appelle le coulage. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En France, c'est une technique qui a été utilisée pour le diagnostic du sida par certains laboratoires et qui a été en procès, ça a été il y a 30 ans. Hein, ça a été, donc c'est strictement interdit en France. Ouais, c'est interdit en France, alors que dans d'autres pays anglo-saxons notamment, c'est autorisé. Ouais. C'est interdit en France, sauf pour qualifier les dons de sang. Et là, le FS, quand il qualifie le sang, il a le droit de mettre je sais pas, 10 patients, 10 donneurs en même temps, de tester puis de voir si c'est négatif. On dit que tout le lot est bon. Mais ce n'est pas autorisé dans les laboratoires d'analyse médicale. C'est même interdit, c'est même l'objet d'une interdiction d'exercice si jamais on fait cette technique. J'avais une question sur la sensibilité du test PCR. En termes de sensibilité de détection, est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Si je dois analyser un liquide biologique où il y a du virus, je vais être à 99% de sensibilité, plus même en technique PCR. Voilà. Donc la sensibilité dépend quasi uniquement de du virus, de la présence du virus à l'endroit où on le prélève. Et le meilleur endroit, c'est les fosses nasales et nasopharynx, enfin accessible. Le meilleur endroit, ce serait le liquide de lavage broncho-alvéolaire. Hein. Là, on va directement dans le poumon, mais c'est pas faisable en pratique quotidienne. Et aussi d'un bon prélèvement aussi, parce que sans être une petite pointe d'humour, mais un bon prélèvement, c'est que la personne a une petite larme. Voilà. Donc ça veut dire que le prélèvement est bien fait et il est fait assez profond. Voilà. Parce qu'au début, on a peut-être tendance à pas assez rentrer. Et là, après, il y a eu on a appris nous aussi, il y a des publications qui ont dit il ne faut pas hésiter à aller au fond et tourner pour justement être bien en contact avec la fosse nasale et ramener effectivement du virus s'il est présent. Voilà. Bon, j'ai d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Juste une petite question, vous parliez de l'EFS, je m'interrogeais au niveau des dons du sang notamment. Est-ce que vous savez si l'EFS... En pratique, le virus, il n'y a pas de virémie. Le virus n'est pas dans le... n'est pas dans le sang. Mais je pense que la qualification des dons du sang, elle est basée sur des tests, mais elle est aussi beaucoup basée sur l'interrogatoire du donneur. Donc, température dans les jours avant, tout ça, c'est des questions qui sont posées et le sang n'est pas accepté dans ces cas-là. D'accord. J'avais deux questions, moi. Alors, donc, j'ai vu que ça vous faisait sourire là tout à l'heure quand on parlait des selles. En fait, donc vous, ce qui s'est passé avec la Moy Garden en 2003 et les contaminations dans les salles d'eau sur 2-3 étages et les immeubles en face, en fait, vous pensez que c'est du vent, quoi, en fait? Les selles, c'est ce qui a beaucoup contribué, malheureusement, contaminés dans les EHPAD. Oui, donc on est bien d'accord. Oui, les EHPAD, non seulement chez les personnes âgées, souvent, le premier signe, c'est la diarrhée. Et après, bon, on connaît un peu tous des fois dans les EHPAD l'hygiène. Non, mais si vous voulez, on est bien d'accord, ça fait sourire. Mais enfin, bon, sur la longueur, c'est vrai que quand le tropisme arrive, c'est vrai que c'est quand même emmerdant, quoi. C'est le cas de le dire. Et puis, deuxième question que je voulais vous poser, maintenant qu'on a réglé définitivement le problème des selles, c'était les Prévotella, vous en avez entendu parler, vous, alors de ça? Parce que alors, nous, ça met tout le monde en émoi, ça, ces Prévotella qui serait le facteur déclenchant en fait de la tempête cytokinique. Non, pas d'avis là-dessus. Pas entendu parler. Mais dans le cadre des infections à coronavirus, il y avait des infections associées? En fait, on s'est aperçu, parce que nous, c'est des bactéries qu'on connaît bien, et du coup, on s'est aperçu qu'on les retrouvait de façon assez systématique, et ça expliquerait que les enfants, justement, résistent mieux, et que les traitements d'antibiothérapie ou d'antibioprophylaxie puissent aussi bien marcher
c'est parce qu'en fait, ça éviterait les complications de Parce qu'on a de surinfection l'azithromycine, bactérienne. donc Prévotella est sensible à l'azithromycine, donc c'est pour ça, non? Voilà, c'est un des arguments, ouais. D'accord. Je sais pas entendu. Non, j'ai pas entendu. Non. Toutes les questions sur ces deux techniques de diagnostic ont été posées. Personne ne veut réintervenir. On peut poursuivre sur une vision un peu prospective. Vous avez déjà évoqué lors de la présentation, vous avez dit voilà pourquoi on a eu du mal. Parce que il n'y avait pas beaucoup de fabricants de réactifs. Dans d'autres pays comme l'Allemagne, certains avaient conservé leur tissu industriel. La biologie mondiale, je vais dire, a connu tellement de chambardements ces dernières années, au moins sur ces 20 dernières années. Nous, visiblement, sur nos visions locales, c'est ce que vous faites, c'est-à-dire des concentrations, des organisations un peu différentes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment maintenant la biologie est organisée? Moi, j'ai compris qu'il y avait des fabricants de machines, qu'il y avait des fabricants de réactifs, que c'était peu de gens qui fabriquaient beaucoup de choses ou peu de gens qui fabriquaient peu de choses. Et du coup, on se trouve devant une nouvelle difficulté, c'est que quand on veut tous ensemble avoir un produit ou une machine qui nous permettent de faire les choses, on dépend de cet industriel ou de ces peu d'industriels qui fabriquent. Comment ça va s'organiser tout ça maintenant? Alors, déjà, l'organisation française des laboratoires sur les 15 dernières années a beaucoup bougé parce que elle a accompagné en gros l'évolution des techniques et l'évolution des techniques a fait qu'on ne pouvait pas garder la taille des laboratoires que l'on avait il y a 15 ou 20 ans. Je me suis installé avec ma femme il y a 30 ans dans un laboratoire où on réalisait, en créant un laboratoire où on réalisait toutes les activités dans le laboratoire. Maintenant, notre groupe est, avec Marc, on aura un groupe d'à peu près 1200 salariés, 120 sites sur la région, 120 ex-laboratoires. Et pour ceci, on aura peu de plateaux techniques. C'est-à-dire qu'à Lyon, on aura 2 plateaux techniques, puisqu'on va garder celui de Dessines là où on est et celui de la sauvegarde, qui sont des plateaux techniques d'activité similaires, de volumétrie similaire, avec une particularité avec la sauvegarde, puisqu'il fera du 24 heures sur 24. Mais pour ce qui est, par exemple, de la bactériologie, ce dont on parle, il y a eu une nécessité, avec les évolutions techniques, de pouvoir accéder à des technologies de pointe, et par exemple la PCR, et ceci n'est possible que si on concentre ces volumes. Donc là, sur ces 120 laboratoires, arrivé au terme de notre organisation, on n'aura qu'un plateau technique qui fera de la PCR, et toute la microbiologie, sauf de la microbiologie de clinique un peu spécifique, elle se fera à un endroit. Donc, ça a beaucoup évolué en ce sens, ça s'est regroupé beaucoup, et de la même façon, les fournisseurs ont eu à peu près la même évolution. Il y a 4-5 grands fournisseurs. Alors, par exemple, en bactériologie, dans l'infectiologie, il y a Biomérieux, qui est un des grands fournisseurs, et même leader. Il n'est pas leader en PCR, il est plus leader en technique conventionnelle. Il est leader dans une technologie de PCR qui est réservée aux hôpitaux, qui est une approche syndromique infectieuse, mais qui n'est pas adaptée à la nomenclature de nos actes. Donc, on la trouve peu dans la médecine de ville. Et puis, les grands fournisseurs, c'est Roche, c'est Abbott, c'est Siemens. Voilà, il y a 4-5 grands fournisseurs. Et voilà, si Marc, tu veux rajouter quelque chose. Donc, c'est devenu très technique et très cher en réalité. Donc, on se regroupe et on fait des plateaux techniques. Et là, on parlait de PCR qui va effectivement de se faire au niveau régional. Par exemple, ça fait la PCR, maintenant, c'est démocratisé. Néanmoins, il faut certains volumes, et c'est pour ça que c'est cette nécessité de devoir se rapprocher là, comme on va le faire. Parce que la PCR, effectivement, comme vous avez, il y a une vingtaine d'années, moi, j'avais fait à l'époque ma thèse, au tout début de la PCR, on faisait tout à la main
on distribuait les sondes et tout. Maintenant, c'est une partie qui a été automatisée. Et le futur, elle va vraiment être en oncologie, sur là, le séquençage à haut débit. Et là, il faudra et c'est pour ça l'intérêt d'avoir un réseau national, parce que là, ça se fera au niveau national. Il n'y aura pas le séquençage au début. Un séquenceur, c'est pas loin d'1 million d'euros. Et puis il faut des agréments. C'est très, pour l'instant, c'est réservé au public, mais ça très vite, ça va être ouvert au public, notamment à travers les cliniques. Et même, pour l'instant, c'est encore sur le tissu opératoire, mais très très vite, on pourra le faire sur une prise de sang. Ça évolue, hein, les techniques. Et là, c'est des techniques. Voilà, il faudra être sur un réseau, appartenir à un réseau national. Mais il y a quelque chose. Pardon, je te coupe. Ouais, il y a quelque chose que vous connaissez bien, c'est le DPNI. Je pense que pour votre activité, c'est quelque chose. Le DPNI, c'est quelque chose qui est apparu il y a 4-5 ans. C'est une technologie qui a été inscrite à la nomenclature des Précis actes. pour les non-initiés, c'est juste Diagnostic prénatal non invasif. En fait, c'est sur une prise de sang, on va aller chercher l'ADN de l'enfant. C'est pour détecter pendant la grossesse les anomalies chromosomiques du fœtus. Autrefois, le diagnostic de certitude il existe encore, c'était par amyosynthèse, c'est-à-dire on va prélever du liquide amniotique et on va faire un karyotype sur les cellules fœtales, et c'était une technique longue avec des risques de fausses couches liés à l'amyosynthèse. Et une technologie est apparue de séquençage, hein, c'est-à-dire qu'on prélève le sang de la mère, on trie les cellules avec un séquenceur pour retrouver les cellules fœtales dans le sang de la mère, quelques-unes, et là-dessus, on fait une analyse de marqueurs tout automatique. Voilà. Et cette analyse-là, elle est apparue en technologie, je ne sais pas, il me semble 5-6 ans, mais elle est apparue à la nomenclature des actes en France, hein, il y a à peu près 1 an. Et on avait des demandes de patientes et on envoyait les analyses en Suisse à une époque, parce qu'il n'y avait personne en France qui le faisait, parce que ce n'était pas reconnu par la Sécurité sociale. Pourquoi ce n'était pas reconnu par la Sécurité sociale? Parce que ça coûtait très cher, et il y avait tout de suite la ligne de budget qui dit, si on ouvre, eh ben voilà, ça coûte ça à la Sécurité sociale. Donc ouais, on est un peu dans une médecine. Alors je pense avant la crise Covid-19, on était vraiment dans une médecine un peu en France qui était je veux absolument m'assurer que je peux payer, etc. Et je ne m'avance pas trop dans les technologies. Voilà, on était dans ce type de... Je pense qu'avec cette crise, il y a peut-être des choses qui vont changer un petit peu. Alors, il faudra payer à la fin. C'est vrai que ce qui a été dit au début est tout à fait vrai. Est-ce qu'on pourra se payer ce qui serait nécessaire en termes de santé publique? S'il n'y a plus d'activité économique, ça va être encore il y a souvent des très très bons tests, notamment en génétique, hein, là, qui sont encore non remboursés. Les patients, ils sont obligés d'aller bricoler, se faire une journée d'hospitalisation à l'hôpital pour pouvoir encore, ça on le voit encore, hein, et parce que en termes de budget, voilà, c'est trop cher, mais néanmoins, voilà, au niveau oncologie, pour l'instant, là, c'est en train d'arriver, et au bout d'un moment, il va falloir faire des choix, hein, des choix stratégiques, et effectivement, il y aura, je pense, un avant et un après Covid. Ouais. Et pas que dans le domaine de la santé. Oui, je pense d'ailleurs, oui, tout à fait. Justement, à l'échelle de l'Europe, puisque les fournisseurs, les principaux que vous avez évoqués, Roche, Siemens, sont proches de nous quand même, ils ne sont pas si loin. Est-ce que les pratiques, justement, on l'a vu dans le cadre du Covid, est-ce que les pratiques sont différentes d'un pays à l'autre, et il y a des techniques qui font que la France est en avance ou en retard et d'autres pays sont plus avancés que nous? Ou est-ce que c'est équivalent dans tous les pays d'Europe? Ça, c'est assez standardisé. C'est assez standardisé maintenant. Les plateformes que l'on a, il n'y a pas de plateforme pour le marché français, c'est que des plateformes mondiales. Qui sont diffusées au niveau mondial. La France a fait son retard en 15 ans. Il y a une concentration très très importante, et encore plus là ces 5 dernières années. Ça a été, en fait, c'est depuis 2010, hein, depuis que la loi a évolué en France et on a permis une concentration. Mais effectivement, il y a une quinzaine d'années, on était quand même très très en retard, notamment
l'Allemagne, il y a beaucoup de pays. Mais là, maintenant, quand on regarde l'organisation de la biologie en France et les plateaux techniques, surtout les plateaux techniques, après que le prélèvement soit fait chez le médecin ou dans un cabinet infirmier, comme ça, c'est encore un peu c'est différent en Belgique, en Allemagne, en Italie. Mais au niveau des plateformes, là, on n'a pas à rougir sur les plateformes qu'on a actuellement par rapport aux autres pays européens. Vous avez toussé, vous avez toussé. Oui, oui. Et nous, on s'est fait toaster parce qu'on est à 1 mètre. On est couillons. Bon, vous n'avez pas parlé de l'Asie, parce que la Chine, quand elle a vu déclencher le Covid, alors on lui fait beaucoup de procès actuellement. Pour l'instant, ça reste des procès verbaux, mais ça peut devenir plus lourd. Il y a une industrie du réactif et une industrie du diagnostic en Chine ou dans l'Asie, puisque les Coréens, vous l'avez évoqué, ont une autre technique. Comment ont-ils pu se procurer davantage de tests? Les Coréens, les Chinois et les Coréens sont dans ce domaine-là parce que c'est un domaine qui n'est pas tellement robotisé. Les Chinois et les Coréens ont su faire le réactif. Par contre, dans tout l'équipement des laboratoires, il y a peu de Chinois, peu de Coréens. Parce que ça, c'est du process mécanique, c'est beaucoup des Japonais, c'est beaucoup des Américains et des Allemands. Mais Japonais, par exemple, Roche, son matériel, c'est du matériel Hitachi, c'est japonais. Voilà. Dans le réactif, c'est du réactif suisse, Roche, mais les plateformes, les automates, c'est du japonais. Et là, pour ce qui est de la PCR, alors les Chinois ont beaucoup copié le matériel, ils sont en train de beaucoup copier le matériel, etc. Mais c'est encore peu diffusé. Par contre, là, ils avaient un coup d'avance parce qu'ils ont trouvé le génome avant, ils ont bossé dessus et ils ont fabriqué le réactif de PCR avant tout le monde. Et les Coréens aussi. En fait, ils ont été très forts. Ils ont développé en fait du réactif qu'on a pu adapter sur nos machines, les machines qu'on avait allemandes ou les Allemands. Voilà. Et du coup, ça a été ça. Et là-dessus, effectivement, après, il faut dire ce qu'il en est. C'est du réactif qui marche, qui fonctionne bien. On a pu le tester et valider par le Centre national de référence. D'accord. Mais il n'y a pas eu, comme pour les masques, des obstacles à l'acquisition. Ils en fabriquaient suffisamment pour diffuser dans le monde entier et à égalité de traitement entre les pays. Pour l'instant, ouais. On s'est quand même battu, là, pour celui qu'on a, on s'est battu pour en avoir en Chine. C'est quand même, ça n'a pas été simple. Et il y a une deuxième chose, parce que les Américains essayent de tout racheter. Il faut bien se rendre compte que je dirais, l'administration de Trump, elle rachète tout ce qu'elle peut racheter. Il y a, par exemple, il l'a dit à la télé hier, Olivier Véran, les écouvillons sont fabriqués, avec qui on travaille depuis des années. Les nouveaux écouvillons, il y a une dizaine d'années, ils sont sortis, c'est des écouvillons avec un liquide et puis une petite éponge spécifique. Ils sont fabriqués, le gros fournisseur, c'est Copan, c'est italien. Eh bien, l'administration de Trump a débarqué, a acheté la production, a acheté 6 mois de production, en laissant des miettes aux autres. Voilà. Effectivement, on a équipé, on a plusieurs solutions. En fait, vraiment, nous, le tournant qu'on est en train de faire là, pour les mois qui viennent, c'est d'être multifournisseur. On s'est aperçu d'avoir un seul canal, c'était très très dangereux parce que, comme disait Hervé, à un moment c'était 1500 tous les 2 jours, puis un jour on lui dit c'est 1500 pour la semaine. Donc c'est quand même, là on n'a jamais été confronté à ce genre de problématique. Et nous, sur la sauvegarde sur le 24/24, on a un fournisseur américain qui au début nous annonçait le test Covid, que c'est une solution qui a été très adaptée au 24/24 pour faire jour et nuit. Et nous ont, à une lettre très habile, laissé entendre que pour l'Europe, il n'y aurait quand même pas grand-chose. Donc c'est pour ça que là, on essaie d'avoir plusieurs canaux parce qu'effectivement, on a eu d'autres fournisseurs chinois qui disent nous, on a un partenariat avec la Russie. S'ils nous demandent de la Russie veut tout prendre, on sera obligé de leur donner parce qu'il y a des accords comme ça, des accords politiques. Vous voyez. Donc voilà, on a maintenant, on se bat pour avoir minimum 3 fournisseurs.
même si c'est plus lourd hein, pour nos équipes, parce qu'il faut se former à plusieurs techniques, mais néanmoins, c'est un gage de sécurité et de service surtout, ouais. De continuité des services. Certains imaginent une réindustrialisation en France pour les masques, pour les protections. Est-ce que c'est envisageable? Puisque vous disiez tout à l'heure, les Allemands, ils ont aussi très vite réagi en disant on va mobiliser, je ne sais pas, Siemens ou les fabricants de réactifs allemands, allez-y, fabriquez-nous vite les tests, etc. Est-ce qu'on n'aurait pas été capable en France de demander à Mérieux, par exemple, ou à d'autres, de fabriquer également des tests? Oui, Mérieux a un réactif, mais a peu de plateformes et n'a pas. Mérieux n'est un fabricant de réactifs. Mérieux, il n'est pas un fabricant de plateformes. Les fabricants de plateformes, c'est quand même les Japonais, les Américains, les Allemands. Puis Mérieux, Siemens, voilà. Siemens, c'est des plateformes. Mais Mérieux, il fabrique, faut pas trop le dire, mais sa division biologie moléculaire, c'est fabrique aux États-Unis. Hein. Ouais. Ouais. Il est un peu concentré sur les États-Unis. Voilà, ouais. Donc le volet réindustrialisation de la France pour ce secteur-là, vous y croyez pas trop, vous? C'est de la technologie très pointue. Savoir faire du matériel, des plateformes, c'est des années d'expérience. Et ça ne se décrète pas. Alors, je pense que pour fabriquer des masques, c'est tout à fait faisable, mais pour fabriquer des automates sophistiqués, c'est quasi pas faisable. Mérieux, il y a une dizaine d'années, peut-être un peu moins d'une dizaine d'années, a lancé un projet avec Dassault Industries pour fabriquer une machine de traitement des boîtes de pétri et d'analyse des boîtes de pétri, si vous voulez, des milieux de culture. Et il a engouffré énormément d'argent. Il l'a abandonné au bout de 4 ans pour devenir le distributeur d'une boîte italienne qui avait réussi, qui s'appelait Copan, là, celle qui fait les coulillons. Voilà. Et donc, c'est très compliqué quand même. Et moi, j'ai vu les robots de la machine, j'ai un copain qui était au bord de chez Biomérieux à l'époque, et j'ai vu tout. Cette machine, on l'avait pré-réservée à une époque, il y a 5-6 ans, et elle n'est jamais venue sur le marché. Ils l'ont abandonnée parce qu'ils n'y arrivaient pas. C'est très compliqué. Je pense que cette réindustrialisation, elle n'est pas possible en France. Par contre, je la vois plutôt plus pour l'industrie pharmaceutique. Oui. Là, je pense qu'il y a des prises de conscience sur, oui. Je parlais des cureurs, j'en ai aussi sur le fentanyl, il manque des ampoules qui sont fabriquées en Inde, quoi. C'est moins mon domaine, mais je pense que là-dessus, il va y avoir certainement une réindustrialisation pour être plus autonome, au moins sur une partie de la production, quoi. Parce qu'ils ont vu les limites sur cette mondialisation au niveau de l'industrie pharma. Est-ce que votre croissance va continuer? Est-ce que demain, vous serez un groupe européen ou un groupe plus largement encore? Est-ce que la mondialisation sont dans vos stratégies? Vous aussi. C'est-à-dire qu'à la limite, en Anapat, on a vu des gens faire des examens qui venaient de l'autre bout du monde. Alors, vous en êtes où? Donc notre groupe, je pense pas pour l'instant. Ça représente 20% du marché national, hein, notre groupe. Je pense pas qu'il y ait une volonté d'aller en dehors. Il faudrait réacquérir un autre groupe, mais ce groupe, la Biogroupe, s'est constitué au cours des 15 dernières années. Alors, en fédérant des groupes comme nous. Voilà. Comme nous. Et après, en les réorganisant, si vous voulez, pour qu'ils prennent des tailles un peu plus grosses, en fusionnant quelques-uns entre eux. Voilà. Mais, et des groupes comme nous, ils se sont constitués dans les 10 années précédentes, hein, justement, entre confrères locaux. Voilà, on avait fait cette première étape de. Voilà. Et maintenant, aller sur un marché. Le marché français était complètement atomisé il y a 20 ans. On était des individuels, on était des professions libérales, des individuels, hein, avec 5-6 personnes dans un laboratoire. Alors, à Lyon, Diomédéa, à l'époque, laboratoire Charcot, c'était un groupe un peu plus important, hein, un peu plus gros.
Mais on avait cette taille-là. C'était le maximum, c'était le laboratoire Charcot. En gros. Le laboratoire Charcot, maintenant, par rapport à ce qu'on a constitué, c'est plus rien. Alors que c'était en gros les gros labos de France, pratiquement. Et sur le reste de l'Europe, c'est comment? C'est atomisé ou c'est très concentré? Non, c'est concentré. Très concentré. C'est concentré. C'est concentré. Et c'est concentré. Et l'Espagne et l'Italie sont un peu des. Il y a un peu des réseaux de multiples petites structures, pas forcément avec des plateaux techniques, mais avec qui sont plus en réseau. L'Allemagne, c'est des gros groupes. La Belgique, c'est gros groupes. Et la France, c'est un peu intermédiaire avec des grands groupes. En gros, il y a en France, il y a 60 maintenant, on doit être à 60% du marché avec trois gros acteurs. Il y a certains pays comme Portugal, Angleterre, où c'est très hospitalier. La biologie, ça se fait à l'hôpital. À l'hôpital. Mais voilà. Et après, les gros acteurs internationaux, ils trouvent qu'en France, c'est encore trop réglementé. Trop réglementé. Trop réglementé. La réglementation, les inquiète parce que on reste quand même une profession réglementée. Voilà. Les gros acteurs français, vous connaissez, c'est Serballiance, donc et c'est Biogroup. Voilà. Oui. Est-ce que vous en voulez du coup à la Sécu d'avoir mis la pression sur vos tarifs? Si on avait les prix d'il y a 10 ans, on vivrait mieux, mais c'est certain. C'est certain. Vous pouvez rappeler de combien a été la baisse sur vos produits, parce que ça fait l'objet de discussions actuellement en disant la pression économique a été si forte sur les acteurs que forcément ils ont sacrifié certains pans d'activité. Notre profession, naturellement, avec le vieillissement, elle augmente en volume de 5-6% par an. C'est le vieillissement de la population, c'est les nouvelles technologies. Voilà. Et puis, chaque année, il y a une baisse des tarifs de à peu près 5% pour maintenir, puisqu'on a le droit à un 0,5 à peu près par an de progression. Donc, tout le cours de l'année, ça augmente comme ça, puis pof, une baisse tarifaire, et hop, on remonte comme ça. Et c'est comme ça depuis une dizaine d'années. Et si on accumule toutes ces baisses tarifaires, on est à peu près, les prix ont été divisés par 2, en gros unitaire. En volume, sur cette même période, les 10 dernières années, on a dû progresser en volume de 6-7% sur 10 ans. Mais par contre, la baisse de 50% des prix a été compensée par une augmentation en volume naturel. Voilà. Est-ce que les prix sont partout les mêmes en Europe ou dans le monde, ou est-ce qu'il y a des gros écarts? Non, là c'est ce qu'il faut savoir, c'est souvent dans les autres pays, effectivement, quand on compare le prix d'une analyse sans regarder l'environnement, ça ne veut rien dire. Parce qu'en France, par exemple, en Allemagne, vous avez le test qui est peut-être 2 fois moins cher. Le test, je parle de dosage lui-même, mais il y a des frais de dossier qui sont 3 fois ce qu'il y a en France. Donc, il faut regarder. C'est pour ça que souvent, on ne compare pas la même chose. Et c'est très, très dangereux du coup. Et en même temps, quand on parle… en fait, quand je disais c'est une profession réglementée, c'est que si la pression économique continue, et ben effectivement, après, nous, on sait faire. C'est moins de services, les laboratoires qui sont ouverts que le matin, un jour sur 2, etc. Après, c'est un choix politique. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en France, les prix aux actes, si je vous dis une glycémie, ce n'est pas le bon exemple, parce que là, on est sur un prix qui doit être à peu près standard. Je veux dire, une glycémie ou un cholestérol est peut-être plus cher en France qu'en Allemagne. Sauf que, si je regarde l'ensemble de la biologie, l'ensemble du coût de la biologie n'est pas plus cher par habitant en France qu'en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus de prescriptions, il y a beaucoup d'actes multipliés, standards, je fais 10 paramètres, etc. Le médecin, et donc en France, on est plus dans un truc très individuel et on va piocher mon truc. Donc en termes de volume, on fait moins d'actes et du coup, on a un coût par habitant qui n'est pas plus cher. Et il y a une différence, c'est qu'en France, le patient, il vient avec son ordonnance, on rend compte rendu, etc. En Allemagne, c'est pas comme ça du tout. C'est au cours de la consultation, le médecin prélève et envoie au laboratoire et il fait revenir le patient pour rendre le résultat. Il y a plus de consultations médicales associées à un bilan. Il y a 2 consultations pour un bilan
En France, il n'y en a qu'une. Bien. Est-ce que vous avez des questions, les participants? Oui, Eric? Ouais, j'en ai une parce que là, en fait, celle-là, elle est collégiale de questions. Elle va se poser à vous tous là, qui écoutez. On va arriver, donc, enfin, c'est surtout aux biologistes parce que les biologistes sont en contact direct. Eux, ils vont avoir 18-20% de Covid plus, de Covid positif. Et donc, ils ont vraiment le nez dessus. Et donc, dans la phase de déconfinement là, qui arrive, vous avez posé tout à l'heure le problème des protections et notamment des masques, hein, qui est vraiment la mesure barrière phare. Et comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous allez imaginer, vous qui êtes malin et qui vous tirez toutes les situations, comment est-ce que vous allez imaginer la fourniture des masques pour vos personnels, parce que vous avez du monde à protéger, comment vous allez faire? Ça, c'est juste parce que c'est vrai qu'au niveau dentiste, quand je crois que savoir, on vous donne 2 FFP2 pour le dentiste de garde, je crois que c'était un peu limite. Alors, effectivement, nous, on est quand même. Et c'est nous qui les avons payés, les FFP2 en plus. Et effectivement, c'était. Alors, nous, ce qu'on a fait, les FFP2, on est. Je comprends les dentistes qui doivent les changer à chaque fois entre chaque patient normalement. Et nous, vu qu'il y a quand même, c'est nous qui sommes plus invasifs, nous, il n'y a pas de projection. Donc, on se permettait, nous, de les garder par demi-journée. Et quand on était vraiment en pénurie, il y avait des cycles où on les laissait de côté 72 heures. Et maintenant qu'on a pu se réapprovisionner et ça commence à se détendre, on arrive à les changer. Néanmoins, on les garde quand même par demi-journée. On ne change pas entre chaque patient. Voilà, ça s'est détendu sur les masques quand même. Voilà, on était dans une recherche effrénée il y a 15 jours. En stock, ça s'est détendu. Notre problématique, c'est comment on va organiser les circuits entre les patients, ce que vous disiez tout à l'heure avec la clinique, pour que les patients reviennent quand même au laboratoire, puisqu'on en a à peu près 1 sur 2 actuellement, sans parler de l'activité Covid. Puisqu'on a moins 45% de baisse à peu près. Et comment on va organiser les circuits entre ce patient traditionnel et la filière Covid positif. Donc ça, c'est un peu complexe. Je ne sais pas si vous avez noté, mais il y a eu des reportages à la télé. On a mis en place ce qu'on appelle des drives, c'est-à-dire qu'on prélève les gens dans leur voiture. On a aussi dédié, certains de nos laboratoires à que cette activité-là. On va peut-être revenir là-dessus parce que au moment du déconfinement, en gros, il va falloir imposer que les gens. Alors nous, on travaille sans rendez-vous en principe, mais là, imposer que les gens, pour des diagnostics de PCR Covid, soient sur rendez-vous, aient tous un masque, des salles de prélèvement spécifiques, des enregistrements des dossiers administratifs préalablement par des formulaires sur Internet, etc., que les gens n'arrivent pas, en gros, à l'accueil du laboratoire, quasiment, directement dans la salle de prélèvement. Mais c'est toute une problématique. Et je pense que cette problématique, elle existe pour nous, mais je pense qu'elle va être bien pire dans les entreprises, bien pire dans les restaurants, toutes ces activités-là. Voilà, ça va être bien pire que chez nous, parce que nous, on est un peu habitués à faire ça. D'autres réactions, des questions? Oui, juste par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, pour votre activité, qu'on n'a pas besoin d'être à jeun pour faire un PCR, par exemple, dédier la matinée au test classique et puis les Covid après-midi, par exemple? On avait commencé on a dédié des laboratoires au prélèvement PCR déjà. Mais ce que vous dédié complètement. Oui, non, mais ce que vous dites est aussi une piste. Avec des plages de rendez-vous. Des plages de rendez-vous, soit dédiées des laboratoires, soit des plages de rendez-vous. Mais effectivement, on a vu qu'on avait moins d'activité. Pour l'instant, on a dédié des laboratoires à ça. Et après, je pense qu'on fonctionnera en plage. Il y aura vraiment un avant et un après sur les mentalités, les modes de création de dossiers où on faisait tout. Là, on va faire peut-être ce virage digital qu'on attendait aussi. Et on va l'accélérer, quoi. D'autres propositions, questions, interrogations?
Profitez-en. Hein. On reviendra, hein. Ils sont encore en forme. J'ai encore juste une petite question, un détail. Par rapport à la myosynthèse, je n'ai pas tout compris. Aujourd'hui, on pratique encore la myosynthèse et le DPNI et l'option, ou c'est l'inverse? On est en train de glisser de plus en plus vers le DPNI. Ah, bon, pour l'instant, il y a les deux, parce que les coûts ne sont pas les mêmes. Et le risque surtout. Ouais. Oui, oui. Mais oui, après, il y a des algorithmes qui sont en train d'être mis. Il y a encore la prise de sang en Rex-Demi. Après, avec l'âge, l'échographie, on part sur la DPNI et après l'amniosynthèse. D'accord. Petit à petit, la DPNI prend le dessus. Ouais. D'accord. Si vous voulez, je peux vous raconter une petite anecdote qui illustrera comment l'intérêt du confinement et l'intérêt de la suppression des réunions, enfin, en période des réunions, je dirais, professionnelles ou simplement amicales d'un groupe d'amis. J'ai un associé, j'ai ma fille, la fille de mon associé, qui sont des amis. Et la fille de mon associé a organisé, elles sont toutes les deux dentistes, par ailleurs, elle a organisé pour l'anniversaire de son fils une réunion familiale d'1 an, c'est 1 an, dans la communauté juive, une réunion familiale d'une centaine de personnes pour l'anniversaire des 1 an. Et alors c'était juste avant le confinement, c'était le dimanche avant le confinement. Et il y a quand même pas mal de professions médicales, et ils faisaient tous attention, ils ne se faisaient pas la bise, ils se serraient pas la main, voilà. Mais ils ont été contaminés, et on a fait, parce qu'on c'est d'un domaine un petit peu de gens qu'on connaît, on a fait la sérologie la semaine dernière à peu près tous les invités de cette réunion. Et ils sont 75% à être positifs, à avoir fait au cours, ils se sont vus 3-4 heures, et ils sont 75% de positifs. Il y en a une personne qui devait être positive, où ils pensent qu'il y en a, ils se connaissent tous, hein, ils pensent qu'il y a une personne qui était positive, hein, qui avait des symptômes, mais ils ne se sont pas fait la bise. Voilà. Et oui, c'est ça l'hypothèse, ou bien alors c'est peut-être avec le traiteur, ils ne savent pas. Mais comme quoi, une réunion de 3 heures, 3-4 heures, s'il y a une personne contaminée, 75% a rencontré le virus. Ça va vite. Moi, ça m'a surpris. Voilà. Qui est-ce qui a fait le test? C'est nous qui avons fait les tests. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ma fille a été particulièrement malade, mon associé a été particulièrement, après il y en avait d'autres, hein, mais… Ah oui, ils ont été bien secoués, quoi. Bien secoués. Mais 75% quand même, au cours de… C'est quand même, moi, c'est quand même très étonnant, je trouve. Oui, parce que c'est vrai que quand vous disiez tout à l'heure, la population française, si on les testait tous, on n'aurait peut-être que 25%. 5%. Oui, mais ça donnait un peu l'impression qu'en fait, le côté transmission était assez faible. Et là, vous venez de, par l'exemple que vous donnez, c'est l'inverse, en fait. Il y a une C'est-à-dire que je pense qu'il y a des clusters, et par contre, au cluster, ça diffuse beaucoup. Oui, on a vu dans la région Alsace, là, le fameux cluster. Ça a été l'effet positif du confinement, quoi. Il fallait vite le faire, quoi. Ça, les Chinois, d'ailleurs, ils ont tout de suite, dans la première démarche qu'ils ont fait, ils ont confiné tout de suite. Ça paraissait une décision très autoritaire. En réalité, c'était la seule décision possible pour Wuhan. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il n'y a pas des souches qui sont plus contagieuses que d'autres? Le génotype, c'est le même. Hein. Il y a pas, ah ouais? Potentiellement 2-3 variants, mais… Ouais, mais sinon, le génotype de base reste le même. Hein, donc, il n'y a pas… Non. Ça a été un peu évoqué. Je l'ai entendu dire, mais ça n'a pas donné lieu à des
ça n'a pas été suivi. Il y a aussi une chose là qui a eu un débat là, il y a une semaine sur il y a des mêmes séquences, il y a des mêmes morceaux que le HIV, que le virus HIV, etc., etc. Je pense que là, il y a toujours comme ça des effets d'annonce, je dirais, qui font un peu le buzz. Et puis, il faut attendre un peu. Puis, il y a des choses qui s'éteignent toutes seules. Et, ça veut dire quand même que la communauté n'a pas repris le sujet ou ça n'a pas été validé, quoi. Ça, je pense que ça ne va pas non plus. Voilà. Moi, j'ai une question plus pratique. J'ai mon infirmier qui a attrapé le Covid. Donc là, il est en arrêt maladie. Est-ce qu'il y aura besoin pour lui, à la reprise de mon activité, c'est mon salarié, est-ce qu'il aura besoin de faire des tests ayant déjà eu le Covid? Non, les recommandations, c'est normalement, il a eu 14 jours d'arrêt. Voilà, 14 jours d'arrêt, exactement. Soit nous, dans la santé, il y avait besoin d'infirmières. Souvent, c'est si elles allaient mieux au bout de 7 jours, elles attendent 2 jours après les symptômes, elles revenaient bosser avec un masque. Et là, si elle revient bosser 7 jours après la fin des symptômes, c'est normal, quoi. Pas de souci. D'accord. Ça n'apportera rien, les tests. Il a bien été diagnostiqué, PCR. Oui, il y a eu un test Covid-19. Donc, la sérologie, on trouvera les anticorps. Bon, mais ça, voilà. Mais de refaire une PCR, non, ça n'a pas d'intérêt. D'accord, il n'y a pas d'intérêt. OK. Merci. D'autres questions? Non, on en reste là, Catherine? Comme tu veux, Jean-Loup. Ben, je ne sais pas. Merci nos deux. De questions. Il y a un effet virtuel, c'est ça? Eric, je reviens sur les masques, surtout que là on est entouré d'entrepreneurs. Il n'y a pas au niveau régional l'utilité d'ériger une plateforme de diffusion de masques parce que c'est vraiment la foire à l'empoigne et c'est quand même emmerdant d'aller les chercher en Chine, quoi. Alors, à la CPME, on a une plateforme régionale où on a des personnes qui fabriquent et qui distribuent, enfin qui proposent des masques. Donc, si vous voulez, je vous donnerai le lien. Tu peux nous renvoyer le lien, s'il te plaît, Catherine? Oui, tu l'as normalement dans la newsletter. Il y a un lien où il y a les personnes qui fabriquent, mais on en met tous les jours. Donc, tous les gens qui fabriquent… Après, tout dépend du type de masque que vous cherchez. Est-ce que c'est des masques FFP2, des chirurgicaux, des masques barrières? Parce que il y a de fabricants, on a un listing, mais ça dépend du type de masque que vous cherchez, et puis surtout des volumes. C'est exactement ce type de masque que je cherche, et ça, chirurgicaux et FFP2. FFP2, mais… Et chirurgicaux. On a tout type de masque, en fait, sur cette plateforme. C'est pour ça. Oui. Correspond à différentes On va donner le lien. Oui. Monsieur Éric L'Enfant, si vous pouvez me donner votre mail, ce sera parfait. Vous pouvez le mettre, non? Il n'y a pas possibilité. Oui, c'est le simple, c'est l'enfant@free.fr. L'enfant@free, je vous l'envoie. Et tu ne bénéficies pas des masques fournis par les pharmacies et par les agences régionales, Éric? Non, il a fallu faire le forcing pour leur expliquer que quand on est à 10 cm d'une source infectieuse avec un virus qui n'est pas forcément hautement pathogène, mais pathogène quand même, il faut un masque. Donc, de là, si tu veux avoir des FFP2. Alors, Jean-Loup, juste pour rebondir là-dessus, en pharmacie, la distribution des masques, c'est très, très compliqué, hein. Il y a beaucoup d'effets d'annonce. Ouais, il y a beaucoup d'effets d'annonce et nous, on a souffert de ça dans toutes nos pharmacies parce que des masques en dotation, on n'a quasiment rien eu. Ah bon? Je ne vous parle même pas pour nous-mêmes, hein. A priori, ça se détend depuis cette semaine, hein. Ça va mieux, exactement. Ça va mieux depuis, je dirais, une dizaine de jours, une petite dizaine de jours. Les débuts ont été extrêmement difficiles. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, écoutez, merci à tous les deux. Vous avez fait une présentation, vous avez mis de la transparence dans tout et c'est parfait. J'espère qu'on va mieux et qu'on sera prêt à se faire tester au moment du 11 mai pour le déconfinement. Merci beaucoup. C'était passionnant. Au revoir à tous. Merci. C'était passionnant et je ne sais pas si vous avez vu le lien que Mélanie a eu la gentillesse de poster pour pouvoir aller sur la plateforme. Mais je l'envoie à Olivier Costa, je l'envoie
au docteur Éric L'Enfant et je l'envoie à ceux qui le désirent. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir, Catherine. C'était passionnant, très instructif. Et dans passionnant, on merci a beaucoup mille de mauvaises infos et des sources peu fiables. C'est toujours intéressant d'avoir d'avoir ce genre d'échange. Merci beaucoup à tous. Merci à vous de votre présence. Merci. Merci à Gaël et merci. Merci à vous. Beaucoup. Merci Et à bientôt. Allez, à bientôt. À très bientôt, Hervé. Je voulais juste poser une question au docteur L'Enfant. Mince, il est parti. Ah ben non, alors oui, il fallait le lever. Ouais, il est là. Parce que j'ai un ami qui a fait une une rage de dents et donc il n'a pas réussi à trouver de dentiste. Donc on lui a donné des antibiotiques. Donc comme vous avez dit qu'il y avait des gardes, vous êtes sur Lyon, j'aurais été preneuse pour lui indiquer. Oui, non, il y a non seulement il y a des gardes, mais il y a un numéro national pour joindre ces gardes, un numéro national qui est diffusé par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes. D'accord. Donc, quand vous n'arrivez pas à passer localement par votre chirurgien dentiste, vous pouvez appeler ce numéro national et il redescend sur votre département. D'accord, ok, ben, je lui dirai. Merci beaucoup. On fera un sujet sur les dentistes après, justement. Parce que dans la période du confinement, c'est les gens que j'ai vus, ils avaient tous mal aux dents avec antibiotiques. Ouais. Bon, ben merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Véronique, merci Hervé, merci Jean-Loup, merci Marc. C'était passionnant. Ouais. Voilà, et je crois que Gaël a enregistré. Oui. Donc, vous